Aujourd'hui, Exploration Planète vous entraîne dans des cités oubliées. Partons d'abord en Syrie, où une équipe d'archéologues étudie et réhabilite la cité de Doura Europos, une perle du désert aux portes de l'Orient. Désert de Syrie, dans la basse vallée de l'Euphrate, les nuées de la tempête de sable avalent tout sur leur passage. Bientôt, ciel et terre ne feront plus qu'un. Déjà, l'horizon s'efface. Ici, depuis des siècles, la nature a patiemment englouti les œuvres humaines. Seuls, quelques chroniqueurs avaient préservé leurs fantomatiques souvenirs. La cité de Doura Europos, battue par les bourrasques, fait partie de ces secrets de l'histoire. Fondée par Nicanor, général de Séleucos Ier en 303 avant Jésus-Christ, la cité est longtemps demeurée une énigme. Bâtie sur les rives fertiles de l'Euphrate, au carrefour de routes commerciales, elle a toujours été au confluent d'une multitude de cultures. Cité métissée, trait d'union entre les peuples, elle fut aussi l'enjeu d'âpres batailles. Depuis 1986, Pierre le Riche et ses collègues syriens dirigent une mission de terrain primordiale, préserver Doura Europos des dommages que lui inflige le temps. Le projet, financé par les gouvernements français et syriens, mais également par Total Fina Elf, est précis. Récolter les informations archéologiques qui enrichissent notre connaissance de l'Antiquité, tout en sauvegardant un site largement fouillé dans l'entre-deux-guerres et abandonné pendant près de 60 ans. Il s'agit ici de la porte principale de la ville qui s'ouvre dans le rempart ouest, du côté du plateau. Il y avait d'autres portes au nord, au sud et à l'est. Cette porte est la porte principale par laquelle pénétraient les voyageurs venant d'Antioche. La route venait directement ici, pénétrer par la porte et ensuite emprunter la rue principale que vous voyez s'étendre devant nous. Le niveau du seuil était plus élevé qu'il n'est actuellement. Au fur et à mesure que la porte a fonctionné, le seuil s'est abaissé et on a même des traces de roues de char. Vous voyez, ici c'est usé, là, et ici aussi c'est usé, là. Vous voyez, c'est exactement l'écartement des roues de char. Mais auparavant, on ne pénétrait ici que par un escalier, donc la porte était d'abord piétonnière ou cavalière. Et là, vous avez les logements de la barre qui s'enfonçaient très profondément dans la maçonnerie et qui fermaient la porte de la ville. Il faut imaginer cette porte à l'époque grecque et romaine comme un lieu de stationnement des troupes. Il y avait des gardes qui restaient ici en permanence et évidemment, ces gardes s'ennuyaient un petit peu. Et pour se distraire, ils gravaient leur nom sur le mur. Et tous les murs du passage de la porte sont couverts d'inscriptions. Vous avez des inscriptions grecques, romaines, vous en avez aussi qui sont écrites en caractères sémitiques. Ici, vous avez un mu et un nu qui signifie mnesté, souviens-toi. Souviens-toi de Apollonios, fils de Héliodoros, qui était stator, c'est-à-dire un grade militaire, sous le commandement du tribun, Tribuni, gouverneur militaire de la ville, et Euphratas, qui était beneficiarios, c'est-à-dire chef de garnison. Les découvertes s'accumulent, faisant ressurgir des sables les traces surprenantes du passé. Nous avons eu la surprise de découvrir, ici, dans l'axe de la porte, une énorme masse de cendres. Tout était brûlé. La base du glacis, que vous ne voyez plus maintenant puisque nous l'avons protégé par un enduit, était complètement rougie par le feu. De toute évidence, nous étions devant les restes du champ de bataille, de la bataille qui avait eu lieu en 256 et qui avait abouti à la prise de la ville. Regardez les charbons qui apparaissent ici. Vous voyez, voilà. Tout ceci est rougi par le feu. Cette présence est tout à fait claire. Le champ de bataille est ici. Et nous savons qu'il s'étendait sur toute la surface de ce chantier. Nous l'avons retrouvé là-bas. Nous l'avons préservé
sous les blocs qui sont tombés ici. La ville n'a pas été prise par la porte, elle a été prise en montant sur la rampe d'assaut qui se trouve là-bas, et puis probablement par le moyen d'une escalade à d'autres endroits du rempart. Mais la porte était condamnée, et quand la population a été déportée, elle a été déportée du côté du fleuve. Donc ici, tout est resté absolument immobile désormais. Et nous avons véritablement là un moment suspendu de l'histoire. Derrière ces formidables remparts de gypse, la ville frémit, sanglote peut-être. Sur le site enveloppé de silence flotte encore le souvenir de ces heures tragiques. Nous sommes ici à l'angle sud-ouest de la ville, à l'arrière des remparts, et c'est l'un des points les plus dramatiques du site. Parce que c'est ici que nous avons tous les témoins de la dernière bataille qu'a livrée la ville et qui lui a été fatale. Les Sassanides ont installé leur camp devant la ville en 256. Une fois installés, les Sassanides entreprennent l'attaque de la ville. Pour ceci, ils lancent des vagues d'assaut, ils poussent leurs machines contre les remparts, mais ces machines sont incendiées. Ils tentent ensuite d'affaiblir les défenses. C'est alors qu'ils creusent des sapes. Et le commandement militaire a envoyé des soldats romains d'un bataillon d'élite creuser une contre-sape. Les habitants à l'intérieur, ayant entendu qu'on se battait dans la sape, ont muré l'entrée de la sape, si bien que les soldats romains sont morts asphyxiés, et on a retrouvé leurs squelettes entremêlés dans la sape. Voilà donc la ville d'Oura Europos, écrasée de chaleur. Son plan d'inspiration hellénistique s'accroche aux falaises surplombant le fleuve. Il offre encore aujourd'hui le spectacle d'artères rectilignes délimitant autant d'îlots d'habitation les quartiers de Doura. Imaginons ces rues bruyantes et animées, son agora où se croisent les fonctionnaires, les marchands, les artisans et les cultivateurs qui font la richesse de la cité. Grecque, parthe puis romaine, Doura Europos est une ville bigarrée et prospère dans laquelle cohabitent plusieurs communautés. En près de 6 siècles d'existence, la ville se couvre de sanctuaires grecs, sémitiques, iraniens ou romains. Au détour des rues, le visiteur découvre la plus ancienne chapelle chrétienne, la synagogue, les temples de Zeus, Artémis, Adonis ou Gadé. En tout, 17 édifices religieux décorés de fresques superbes et uniques qui font de Doura Europos la Pompéi du désert. Pour les archéologues de la mission franco-syrienne, la tâche est de taille. Il s'agit de poursuivre l'étude archéologique des monuments fouillés lors des campagnes précédentes, tout en les préservant de la ruine. Pour réussir, l'équipe a retrouvé les techniques des artisans de l'Antiquité. Nous pénétrons dans ce qu'on appelle le portique de l'Odéon. Et un bâtiment qui a un portique, c'est un bâtiment important. Et nous allons entrer dans le bâtiment lui-même maintenant, qui, vous le voyez, se compose d'une série de gradins en fer à cheval, avec une aire tout à fait plane au centre. C'était un bâtiment officiel dans lequel siégeaient des notables de la ville. C'était en quelque sorte le Sénat de la ville, c'est-à-dire le bouleuterium, où se réunissaient les bouleutes. C'était la boulée. Chaque mur de briques crues, chaque pierre, chaque dalle constitue l'élément d'un gigantesque puzzle. Ainsi, lors de la réhabilitation de ce bâtiment, un encastrement dans les gradins attira l'attention des archéologues. C'était le logement d'une statue aujourd'hui disparue, mais dont le socle serait resté en place. Le bâtiment en couvrait un autre, plus ancien. L'inscription portée sur le socle permit de dater l'édifice. Il était de peu antérieur à la chute de la ville. La restauration de ce bâtiment s'est faite avec des matériaux et des techniques qui sont tout à fait fidèles à ce que l'on trouve sur le site. Nous avons utilisé pour cela du gypse mêlé à du plâtre et pour certaines parties à de la brique pilée. Prenons l'exemple de ce gradin.
tout ce que vous avez ici, c'est la partie ancienne qui est restée en place. Tout le reste était détruit. Nous avons donc complété avec un mélange. Et pourquoi les fragments de gypse? Eh bien tout simplement parce que quand on regarde dans toutes les maçonneries de Doura, on voit que ce mortier qui est fait de plâtre est devenu très dur justement à cause de la présence de fragments de gypse. Nous avons donc retrouvé les techniques de l'Antiquité pour restituer les parties manquantes. Mais comme à Doura, les vents de sable sont très nombreux, vous avez pu vous en rendre compte, les parois se colorent très vite et prennent, vous voyez, cette couleur légèrement brun rosé. Dans quelques années, ceci aura la même couleur que ceci. On ne pourra donc pas savoir quelle est la partie ancienne et la partie nouvelle. Donc, nous avons tenu absolument à dessiner ce sillon qui marque définitivement la différence entre la partie ancienne et la partie récente. La restauration du palais du stratège, le gouverneur de la cité, est l'un des chantiers les plus spectaculaires. Pour réhabiliter ce monument, la mission devait reconstituer la majestueuse façade qui dominait la ville. Une œuvre ambitieuse, entreprise avec le respect scrupuleux de la vérité historique. Doura Europos s'anime à nouveau. Aujourd'hui, les tailleurs de pierre côtoient les archéologues, effectuant des relevés topographiques de fours à briques d'époque romaine. 148. Des briques de terre et de paille façonnées comme dans l'Antiquité serviront à restaurer d'autres bâtiments. Après 4 années consacrées à la reconstruction des parties détruites de la façade principale du palais du stratège, l'un des travaux de cette année sur le projet général à Doura Europos est de consolider l'angle nord-ouest en renforçant la fondation dégradée de cette façade. Sur cet ouvrage nouveau pourra s'établir une nouvelle façade qui prolongera et soutiendra les vestiges de l'ancienne. Pour le travail que nous avons mené ici, nous avons fait appel à des spécialistes de la taille de pierre, en particulier qui avaient travaillé sur la restauration et qui étaient tailleurs de pierre d'origine. Par conséquent, qui connaissaient tous les gestes de ceux qui avaient créé le monument. Il y a donc eu toute une étude qui a été faite à partir des traces d'outils, à partir de la mise en œuvre des blocs, à partir des carrières, et c'est ainsi qu'on a pu véritablement reconstituer la manière dont travaillaient les ouvriers de l'Antiquité. Ce qui donne le résultat que vous avez là, qui sauve le monument, qui en préserve l'esthétique, et dans quelques années, on ne pourra absolument plus distinguer la partie ancienne de la partie nouvelle, parce que la patine aura uniformisé le tout. Surgi des sables il y a 2300 ans, Doura Europos retrouve sa splendeur grâce aux efforts de la mission franco-syrienne. Les archéologues légueront à l'humanité un site clé pour comprendre les destinées d'une civilisation à la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Aux générations futures, ils laisseront sur les bords de l'Euphrate une ville antique préservée. Rejoignons maintenant Angkor, la ville aux 1000 temples, joyau de l'arc Khmer, une cité enfouie dans la jungle cambodgienne. La grande plaine cambodgienne, sur les bords du lac Tonle Sap. Il y a 2000 ans, les Khmers fondaient ici l'un des plus formidables royaumes d'Asie. Leur force, une armée invincible, mais surtout la maîtrise parfaite des moyens d'irrigation qui permit à leur terre de devenir le grenier aride de l'Asie méridionale. Cette révolution technologique se basait sur la construction d'immenses réservoirs, les barrets, destinés à recevoir l'eau des moussons. Les plus grands ne contenaient pas moins de 40 millions de mètres cubes, une richesse précieuse durant les 8 mois de saison sèche. La population khmer est essentiellement rurale. Elle a toujours montré son attachement profond à la terre, source de vie. Dans l'Empire khmer,
La terre appartenait à celui qui la cultivait. Après 5 années, il en devenait le légitime propriétaire, mais à sa mort, elle était à nouveau redistribuée afin d'éviter toute injustice. Vestige du passé glorieux de l'Empire, le site d'Angkor, la grande ville, nous ramène aux sources d'une civilisation patinée de multiples influences. À l'origine, la religion khmère est un culte agraire dont l'eau est le principal élément. Les représentations du Naga, le génie des eaux, se trouvent partout. Les entrées monumentales du site d'Angkor sont encadrées par des compositions sculptées, montrant des soldats transportant le serpent mythique. Pour les Khmers, le reptile est le souverain de l'océan primordial. Mais ce peuple de pierre révèle bien d'autres secrets. Pendant des siècles, les vents de la mousson ont amené sur les côtes de l'Empire les négociants indiens à la recherche de marchandises précieuses. Ces mêmes vents les empêchaient de rentrer chez eux pendant plusieurs mois. Au fil du temps, ils ont introduit les techniques, les lois, l'écriture de leur pays d'origine. Les visages géants qui surplombent les portes d'Angkor témoignent de ce passé. Sur les pistes défoncées par les pluies diluviennes de la mousson et toujours escortée de gardes en armes, l'équipe du centre de recherche Ligabwe explore la jungle. Sa mission, répertorier les temples et palais disséminés sur un territoire de plusieurs milliers d'hectares. Depuis la fin du XIXe siècle, des centaines d'explorateurs se sont succédés sur ces chemins précaires. Certains cherchaient à percer les mystères du passé, d'autres pillaient les temples. Tous ont été touchés par les charmes enivrants de la voie royale. Au cœur de la forêt dense se cachent les joyaux de la civilisation khmère. Entre le Xe et le XIIIe siècle, les souverains qui se succédèrent bâtirent ici des cités gigantesques réunissant autour d'eux les dignitaires de l'Empire, les prêtres et les fonctionnaires. Dans la plaine fertile au nord du lac Tonlé Sap, les collines permettaient la construction des temples-montagnes, les lieux du culte hindouiste du roi-dieu. Car ces ruines, désormais abandonnées, constituaient les demeures d'un peuple converti à l'hindouisme et au bouddhisme. Le sanskrit, en devenant l'écriture officielle de l'Empire, a véhiculé les connaissances mathématiques et astronomiques de l'Inde et la conception du souverain absolu et sacré. Dans ce dédale, écartelé par les racines géantes des banians, flotte le souvenir des 3 dynasties qui régnèrent ici. Les bas-reliefs rappellent les fastes de l'Empire, à l'heure où les apsaras, les danseuses sacrées, toutes en courbes gracieuses, rendaient hommage aux dieux et à leurs souverains. La première cité date du Xe siècle. Nouvelle capitale du royaume khmer, construite au cœur du Cambodge, la ville est bâtie autour de 5 collines qui sont autant de sanctuaires dédiés à Shiva, le plus grand des dieux. Influencée par l'art hindouiste, l'architecture et la statuaire illustrent la cohabitation des dieux, des hommes et de la nature dans l'unité du cosmos. En 300 ans, au moment où l'Occident se couvre de cathédrales, le peuple khmer érige lui aussi des sanctuaires à la gloire des divinités, glissant avec le temps de l'hindouisme au bouddhisme. Exemple parfait de la dévotion du peuple khmer, Angkor Thom, la grande ville royale, s'organise autour d'un temple central, le Bayon. Cette merveille, construite au début du XIIIe siècle, est dominée par 54 tours, portant chacune 4 effigies de Bouddha roi. Au-dessus de la jungle, 216 visages, immenses et sereins, contemplent aux 4 points cardinaux
la terre des hommes. Pendant longtemps, ces ruines furent autant de cachettes pour les combattants Khmers rouges. Aujourd'hui, le lieu, au premier abord désert, se révèle être le refuge de tout un petit peuple vivant dans les ruines et tentant avec les moyens du bord de conserver et de nettoyer des vestiges détruits par le temps et la folie des hommes. Malgré la guerre civile, le temple d'Angkor Thom est resté un lieu de pèlerinage. Après la répression dont ils furent victimes sous le régime de Pol Pot, les bonzes ont réinvesti ces lieux de prière et de méditation. Chaque jour, de longues processions recueillent les offrandes sans lesquelles les hommes aux robes safran ne sauraient vivre. Le reste de la journée passe en prière au pied du Bouddha géant, dont la haute stature de pierre surplombe le temple d'Angkor Thom. Avec la paix, les hommes ont retrouvé leur tradition et la foi inébranlable dans les dieux protecteurs hérités de leurs ancêtres. Dans l'enceinte des palais d'Angkor, au milieu des murs de pierre dévorés par la jungle, une partie du peuple cambodgien retrouve l'espoir dans des jours meilleurs. Des milliers de personnes vivent ainsi, survivantes du génocide qui vit disparaître entre 1975 et 1979 un tiers de la population du pays, près d'1 million de personnes. Le territoire, quadrillé par les nouvelles forces de sécurité, porte encore les stigmates de cette période terrible. Le site d'Angkor a également été un champ de bataille. Pendant des années, il fut livré au pillage des hommes de Pol Pot. Il n'était pas rare que les produits de ce vol se retrouvent dans de prestigieuses collections occidentales. Aujourd'hui, le gouvernement royal cambodgien tente de préserver ces vestiges. Désormais, les prés qui entourent les palais et les temples ont retrouvé leur quiétude d'antan. Les vaches côtoient à nouveau les fresques et les sculptures représentant l'éléphant, indispensable outil de travail des paysans de l'ancien royaume khmer. Les scientifiques ont même pu reprendre leurs travaux. Formés par l'école française d'Extrême-Orient, ces hommes et ces femmes arpentent le terrain pour y répertorier et relever toutes les informations nécessaires à la connaissance de la civilisation khmer. Leur passion a su lever le voile sur le passé d'une grande nation. Dans la pierre, ils ont décrypté la formidable histoire de l'expansion du peuple khmer à travers toute la péninsule indochinoise. Les bas-reliefs du palais d'Angkor Thom nous racontent comment, depuis l'époque néolithique, le peuple khmer s'est répandu dans cette région de l'Asie du Sud-Est. Cette longue marche à travers le temps ne s'est pas effectuée sans peine. Sur le bas-relief, les chariots des paysans accompagnent les éléphants de guerre et l'armée des souverains. Une troupe de valeureux guerriers qui repousse au XIe siècle l'invasion des Javanais et bat un siècle plus tard l'ennemi héréditaire, le peuple Cham, venu du sud de la péninsule. L'adversaire est laminé, piétiné inexorablement. En 1181, la victoire est complète. L'Empire couvre les actuels territoires du Vietnam du Sud, du Laos, de la Thaïlande et de la Basse-Birmanie. La puissance khmer, à son apogée, laisse témoignage de sa gloire et de sa foi. Le joyau de la civilisation khmer est sans nul doute le temple d'Angkor Wat, la grande ville qui est un temple.
Construit vers 1100, un siècle avant celui d'Angkor-Thom, ce bâtiment à l'architecture remarquable est d'abord un sanctuaire consacré à Vishnu, dieu protecteur de l'univers des hindouistes. Du ciel, la divinité devait apercevoir la géométrie rigoureuse de son plan cruciforme, étendu sur plus de 200 hectares. Pour accomplir cette merveille, les ouvriers khmers ont bâti une charpente de latérite, sur laquelle ont été apposés les revêtements et les sculptures en grès. Près d'1 million de tonnes de cette roche ont été transportées des carrières voisines afin de donner au temple sa blancheur immaculée. Au centre se dresse une pyramide ciselée composée de terrasses et de tours. Ces 3 étages correspondent aux 3 étapes de la vie spirituelle. Pendant des centaines d'années, des milliers de Khmers sont venus ici pour se recueillir. La pierre, usée et lisse, semble garder l'empreinte de leur prière. Les statues couvent toujours, de leur sourire paisible, l'univers torturé des hommes. Aujourd'hui encore, la mélopée des rituels s'élève dans les sanctuaires millénaires d'Angkor, témoignage du génie du peuple khmer. Mais si l'âme des générations s'efface, dans le soir qui descend, la silhouette majestueuse du temple s'inscrit, elle, dans l'éternité.